Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce mercredi. Au Soudan, l'armée a bombardé ce mercredi les paramilitaires à l'artillerie lourde à Khartoum. Après s'être retiré des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan menacé de famine. Les détails sur la situation dans un instant. En Centrafrique, un référendum est prévu pour mettre en place la rédaction d'une nouvelle constitution le 30 juillet prochain pour remédier aux dispositions de la constitution actuelle, jugée préjudiciable au développement de la République centrafricaine. Et puis enfin, à Paris, la Sorbonne Institut et l'INUCASTI de Yaoundé ont signé un partenariat cet après-midi à l'ambassade du Cameroun. Cette convention contribuera à l'élargissement de l'offre de formation des universités nationales tout en renforçant la coopération interuniversitaire entre la France et le Cameroun. Nos équipes étaient sur place. Les détails sur ce partenariat en toute fin d'édition. Et on ouvre notre journal avec la situation au Soudan. L'armée a décidé de suspendre les négociations sur une trêve et accuse les FSR de ne rien respecter. De son côté, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de se réunir pour trouver des issues à cette crise du Soudan. On fait le point sur la situation avec Soukaina Skali. Les signes d'un apaisement de la situation au Soudan se font rares. Mercredi, l'armée soudanaise a annoncé suspendre sa participation aux discussions organisées depuis mai par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Une annonce qui intervient 48 heures après l'extension de la trêve convenue avec les forces de soutien rapide. Selon une source du gouvernement soudanais, l'armée a pris cette décision parce que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit leur retrait des hôpitaux et des maisons. À Khartoum, à cause de la guerre et les violations du cessez-le-feu, je me tiens ici pour appeler à l'aide et la compassion pour sauver plus de 300 enfants qui souffrent de malnutrition, d'aide médicale. Pourtant, mercredi, le ministère de la Santé a annoncé la fermeture de 9 hôpitaux d'Al Jazeera, l'État qui borde Khartoum au sud et accueille des dizaines de milliers de familles déplacées. Nous sommes très soucieux de la sécurité et de la tranquillité de tous nos concitoyens. C'est notre priorité dans notre politique. Chaque fois qu'il y a une chance de prolonger le cessez-le-feu, nous n'allons pas hésiter une seconde, mais malheureusement, nous nous sommes mis d'accord une première fois, une deuxième fois, 5 fois. Chaque lendemain, la force rebelle violait le cessez-le-feu et commettait les violations. Cette trêve prolongée lundi, mais déjà violée, devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays où la famine menace. Si l'armée a dit se retirer des négociations à Jeddah, rien ne permet cependant de dire que les discussions sont dans l'impasse. Pendant ce temps, à Addis Abeba, des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, du bloc régional Est-africain IGAD et des pays voisins du Soudan se réunissent pour discuter des prochaines étapes concernant la situation dans le pays, y compris la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la résolution du conflit. Et les humanitaires ont pu atteindre des familles désespérées prises au piège dans l'épicentre du conflit à Khartoum. Écoutez leur réaction sur place. Notre première distribution d'aide alimentaire à Khartoum a commencé le samedi 27 mai, où nous avons pu fournir une aide alimentaire à 15 000 Soudanais, tant dans les zones contrôlées par les forces armées soudanaises que par les forces de soutien rapide à Omdurman, qui fait partie de la zone métropolitaine de Khartoum.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé la mise en place d'un référendum pour une nouvelle constitution. Le référendum est prévu pour le 30 juillet prochain. Il l'a annoncé dans un message diffusé en ligne hier après-midi. Le président centrafricain estime que la constitution actuelle comporte certaines dispositions qui pourraient entraver le développement du pays. Une décision prise en concertation avec le président de l'Assemblée nationale ainsi que celui de la Cour constitutionnelle. Alors quels sont les points cruciaux de cette nouvelle constitution? Élément de réponse avec notre journaliste Soukaina Askali. Pour ou contre une nouvelle constitution? C'est la réponse à laquelle devront répondre les Centrafricains le 30 juillet prochain. Mardi, dans une vidéo diffusée par la présidence centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a convoqué le pays à voter lors d'un référendum. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. J'ai donc décidé de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. Si les Centrafricains votent oui au projet de nouvelle constitution et donc valident la modification de l'actuelle loi fondamentale, cela ouvrirait la possibilité à un nouveau mandat pour le président centrafricain. Même si pour l'heure, Faustin Archange Touadéra ne s'est jamais prononcé publiquement pour cette éventualité. Officiellement, le référendum constitutionnel doit permettre au pays de corriger les insuffisances de l'actuelle loi fondamentale. À ceux qui auraient des raisons de redouter de l'avènement d'une nouvelle constitution, je voudrais d'ores et déjà les rassurer, si besoin en était encore, que l'organisation d'un référendum constitutionnel dans les conditions requises par la Constitution ne saurait être valablement analysée comme une volonté du président de la République d'empêcher l'alternance politique, gage de la démocratie et de l'état de droit. L'annonce de ce référendum ne manquera pas de faire réagir. La question a souvent suscité de vifs débats au sein de l'opposition du pays. Mais au gouvernement, on assure que la nouvelle constitution permettra à tous ceux qui le voudront de se présenter à l'élection présidentielle, y compris le président Touadéra. En Centrafrique, toujours, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires au développement, vient de procéder au lancement d'un nouveau programme d'établissement ou de reconduction d'actes de naissance au profit des femmes et des minorités ethniques de Centrafrique. Alors, quels sont les critères recherchés dans ce programme? Élément de réponse avec notre correspondant local sur place, Roland Jean-Paul Chibinda. À l'approche des prochaines élections municipales et régionales de ce mois de juillet 2023 en République centrafricaine, des dispositions sont en train d'être prises par les organisateurs afin de garantir le principe de l'inclusivité et d'assurer la parfaite réussite des scrutins. Notre pays va bientôt amorcer le processus électoral et on se rend compte que dans certaines localités de notre pays, les compatriotes dus aux événements qu'a connus ce pays ne disposent plus d'actes de naissance ni de jugements supplémentaires d'actes de naissance. Et donc depuis un certain temps, l'ONU-Femmes a entamé tout un processus d'établissement de ces documents. Il a déjà fait à l'égard de certains compatriotes à l'intérieur du pays et c'est à la satisfaction de toutes les autorités de la République centrafricaine. Évidemment, ces documents d'état civil font partie intégrante des éléments constitutifs du dossier des électeurs ou candidats à ces prochaines échéances électorales. Donc aujourd'hui, on vient de lancer un autre programme visant à établir 3000 certificats, jugements d'actes de naissance, jugements de reconnaissance d'actes de naissance, qui va participer au renforcement de la présence des femmes et des populations autochtones à pouvoir participer au processus en cours. Il faut dire que ce programme d'établissement ou de reconduction d'actes de naissance arrive à point nommé car, au-delà de ces prochaines élections municipales et régionales, il va aussi favoriser l'attribution d'actes de naissance à de jeunes enfants ou autres personnes démunies depuis leur naissance.
Et c'est dans le contexte d'un climat politique très tendu que le Sénégal entame aujourd'hui son dialogue national sous la présidence de Macky Sall, à seulement 9 mois de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024, alors que le chef de l'État n'a toujours pas pris position sur une éventuelle candidature à un 3e mandat. Eh bien, une partie de l'opposition a d'ores et déjà décliné son invitation et prévoit d'organiser son propre dialogue. Parlons de l'économie au Cameroun maintenant. Malgré l'inflation, plus de 15 000 entreprises ont été créées en 2022, soit une augmentation de 7,85% exactement. Un chiffre issu de l'annuaire des PME. Plus d'explications avec nos reporters locaux sur place, Chimène Baleba et Cyril Nguijoy. Selon l'annuaire statistique 2022 des PME au Cameroun, l'activité économique reste stable malgré les perturbations engendrées par la crise russo-ukrainienne. Le nombre d'entreprises a évolué de 7,85% cette année, soit un stock de plus de 340 000 PME, des performances qui vont en droite ligne avec l'implémentation de la stratégie nationale de développement SND 30. Un autre point qui réjouit le gouvernement, c'est la forte implication de la jeunesse. Si nous comparons entre le 2021 et 2022, nous observons qu'il y a une bonne dynamique des personnes âgées de 25 à 35 ans qui ont créé des entreprises. Il y a des outils aujourd'hui qui sont mis en place pour accompagner les jeunes, notamment pour la maturation de leurs projets et même des instruments financiers parce que le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un fonds de garantie pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Cependant, des secteurs non négligés comme l'artisanat sont en nette régression cette année. En 2022, seules 5 900 unités de production artisanale ont été enregistrées, soit une baisse de 3,59% par rapport à 2021. Plusieurs anomalies freinent l'épanouissement des chefs d'entreprise. En dehors de l'insuffisance des appuis techniques et financiers, il y a aussi des blocages administratifs. Il y a un goulot d'étranglement, c'est-à-dire pour les très petites entreprises, avoir leurs produits certifiés. Il faut donc que l'État se penche sur ce côté-là. Nous avons la chance d'avoir un laboratoire, le LANACOM, qui est un laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. L'État, le gouvernement peut mettre ce laboratoire au service des très petites entités économiques pour pouvoir certifier les produits des artisans et également imposer, n'est-ce pas, aux grandes structures de distribution qui viennent s'installer chez nous, d'avoir un rayon important des produits locaux. 25%. Les PME représentent 99,8% du tissu économique camerounais. Le pays d'Afrique centrale dispose d'énormes atouts à explorer. De l'avis des experts, le Cameroun dispose d'un potentiel de plus de 2 millions d'entreprises. Au Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé a affirmé hier mardi qu'il ne pourrait y avoir d'élections sans sécurité dans ce pays régulièrement frappé par les djihadistes qui ont tué le week-end dernier une quarantaine de personnes au cours de 2 attaques. On ne peut pas faire des élections sans la sécurité, a-t-il martelé. Écoutez-le. On ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Ceux qui veulent des élections rapides, même demain nous pourrons l'organiser s'ils assurent la sécurité du Burkina Faso. Même demain, nous sommes prêts. Et puis nous, on organise les élections, vous remettez vos affaires. Donc pour que les élections soient acceptées, il faut qu'au moins l'essentiel du pays puisse participer, que l'essentiel de la population puisse participer. Si nous organisons des élections actuellement, alors qu'une partie du territoire est inaccessible, d'abord on va dire, mais celui qui est élu est mal élu. Il y a des députés qui ne pourront pas se faire élire parce qu'ils ne pourront pas se rendre dans leur territoire. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Noël Ndong et Michel Tran, au Mali, le sous-préfet Ali Cissé a finalement été libéré après 3 ans et demi aux mains du djinn. Au Kenya, 12 personnes ont été tuées par la police lors de manifestations anti-gouvernementales. Et enfin, nous parlerons de la pollution du plastique. Les 175 pays réunis depuis lundi à Paris n'ont toujours pas avancé sur le sujet. C'est parti. Au Mali, le sous-préfet de Farako, Ali Cissé, a recouvré la liberté mardi. Il était retenu en otage depuis 3 ans et demi. Il avait été enlevé le 13 décembre 2019 à son domicile dans le centre de Mali
par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Libéré, il a été remis au préfet de Kolokani. L'administrateur civil Bourena Diarra n'a pas fourni de détails sur les circonstances de la libération de l'ex-otage, notant que ce sont les autorités maliennes, à travers les forces de défense et de sécurité, qui ont pris les choses en main. Les enlèvements de personnes étrangères et locales sont fréquents au Mali, en proie à l'insécurité depuis 2012. 12 personnes ont été tuées par la police au Kenya lors de manifestations de l'opposition en mars, ont affirmé mercredi Amnesty International et Human Rights Watch, dénonçant l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre. Raila Odinga, vétéran de l'opposition et candidat malheureux à l'élection présidentielle d'août 2022, avait appelé ses partisans à manifester contre les résultats du scrutin qu'il conteste et la vie chère dans ce pays touché par une forte inflation. Les manifestations des 20, 27 et 30 mars avaient donné lieu à des affrontements, pillages et actes de vandalisme. La police kenyane est régulièrement accusée d'exécutions extrajudiciaires par les organisations de défense des droits humains kenyanes et internationales. 175 États sont réunis à Paris depuis lundi pour négocier un traité contre la pollution plastique, mais les négociations achoppent sur une question de méthode. La situation est bloquée. En cause, un différend sur les règles d'adoption finale du texte. L'Arabie Saoudite, plusieurs pays du Golfe ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil refusent que le futur traité soit approuvé par un vote à la majorité des 2/3 si jamais un consensus n'était pas trouvé. En face, une majorité de pays défendant le vote comme ultime recours, ce qui permettrait de passer outre à une minorité de blocage. Le sommet doit se dérouler jusqu'au vendredi 2 juin. Et on continue avec l'actualité en France et le dossier des retraites. Aujourd'hui, la situation est très tendue à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle a annoncé qu'elle allait s'organiser en commission à l'Assemblée pour contrer une proposition visant à abroger la retraite à 64 ans. L'opposition de son côté considère cette tentative comme une manière de les réduire au silence et s'y oppose fermement. L'examen du texte par la Commission des affaires sociales est le premier round après son passage devant l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. On fait le point sur la situation avec Laurent Leleu. C'est aujourd'hui que l'avenir de la proposition de loi déposée par le groupe indépendant LIOT visant à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite se jouait à l'Assemblée. Une proposition de loi qui, selon Charles de Courson, rapporteur de celle-ci, serait une chance pour l'Assemblée nationale. La proposition de loi que je vous présente au nom du groupe LIOT ce matin est une chance. C'est une chance pour notre commission et une chance pour l'Assemblée nationale de retrouver sa raison d'être sur un sujet qui touche l'ensemble de nos concitoyens. L'examen a commencé dans une certaine confusion à l'Assemblée. La salle de la Commission des affaires sociales n'était pas suffisamment grande pour accueillir tous les députés, les collaborateurs des groupes et les journalistes présents. Mais c'est vers 15 h que le couperet est tombé pour tous ceux qui soutenaient la proposition déposée par le groupe LIOT. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée rejette l'abrogation. Et je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en train de se passer. La suppression de l'article 1 n'a qu'un seul but. Faire en sorte que la présidente de l'Assemblée nationale puisse activer l'article 40 et qu'elle déclare irrecevable cet amendement. Donc nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente. Et je vous le dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amendement. Après une courte pause pour apaiser les esprits, les députés de la NUPES ont quitté la Commission des affaires sociales pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte répétée à la démocratie. Un comportement qui n'a pas échappé à la Première ministre. Ce matin, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté et a supprimé l'article de la proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites. C'est un vote clair et démocratique. Mais immédiatement après, la NUPES a répondu par l'obstruction avec le dépôt de 3000 sous-amendements pour empêcher un vote final en commission. La réalité, c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse, l'obstruction.
Après le rejet de l'article 1, le bureau de la Commission a écarté les milliers d'amendements et sous-amendements déposés par l'opposition. En revanche, les articles 2 et 3 ont été adoptés. Et c'est à Paris, dans le 16e arrondissement, à l'ambassade du Cameroun, qu'a eu lieu cet après-midi la signature d'un partenariat universitaire entre la Sorbonne Institut et l'INUCASTI de Yaoundé. Cette convention vise l'amélioration de la formation de l'INUCASTI et principalement son accompagnement pour la mise en place d'un cycle de doctorat. Cette convention contribuera notamment à l'élargissement de l'offre de formation des universités nationales tout en renforçant la coopération interuniversitaire entre la France et le Cameroun. C'est un sujet réalisé par Émeric Touagnon et Michel Tran. Cette convention de coopération vient à point nommé donner une ouverture. Quelques documents paraphés pour sceller un accord de partenariat bénéfique pour l'enseignement supérieur camerounais. Ce mercredi, à l'ambassade du Cameroun à Paris, l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé a franchi un pas important pour la reconnaissance à l'international de ses diplômes. Un pas de géant pour ce jeune établissement fondé seulement en 2017, une avancée saluée par l'archevêque de Yaoundé, venu personnellement pour la signature de cet accord. Nous saluons cette convention comme étant une grande poussée vers le haut et qui, à mon humble avis, apportera beaucoup à notre pays, le Cameroun, qui regorge d'une jeunesse exubérante, une jeunesse qui cherche, qui parfois est heurtée au problème de sous-emploi, mais qui va maintenant apprendre à être des créateurs, des innovateurs et à monter des projets d'une grande ouverture internationale. Grâce à la signature de cette convention, l'INUCASTI peut bénéficier désormais de l'accompagnement de la Sorbonne Institute, un organisme français de reconnaissance de diplôme à l'international. D'abord pour la mise en place d'un cycle doctoral, ensuite pour l'amélioration de ses curricula de formation. Les diplômes qui seront communs à l'INUCASTI et à la Sorbonne seront les mêmes. Autrement dit, les standards d'obtention, les standards de connaissances, les fondamentaux nécessaires pour obtenir ces diplômes sont les mêmes que si vous les aviez passés à Paris. La manière de les soutenir, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un mémoire ou d'une thèse, seront de même niveau que vous le passiez à Yaoundé, à Douala ou à Paris. Les nombreux étudiants de l'INUCASTI, du sous-système francophone comme anglophone, peuvent se frotter les mains et se réjouir. Les portes de l'international leur sont dorénavant ouvertes. Dès l'année académique prochaine, l'Institut accueille ses premiers étudiants pour un doctorat professionnel, un diplôme inédit au Cameroun, coiffé par la Sorbonne Institute. C'est maintenant la fin de ce journal, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.